Chers amis, si vous êtes artiste, dans quelques minutes vous aurez compris une chose essentielle. Aujourd'hui, gros programme. Comment gérer ses émotions avec tant de brio qu'on puisse les utiliser pour notre travail? Pourquoi est-il nécessaire de cultiver la force? Faut-il être malheureux pour être un bon artiste? Toutes ces questions, nous y répondons dans cette vidéo. Mais d'abord, laissez-moi vous raconter le bouleversement que j'ai vécu en 2023. Je peux vous montrer cela, notamment grâce à mon ami Arnaud Beauvoir, qui a pris l'initiative de documenter cette sombre période. Les amis, c'est parti. Bon, on va voir ce que devient notre ami Richard. C'est là. Alors. Richard? Oh, le bordel. Hé, Richard? Qu'est-ce que tu fous? Lève-toi. Oh là là. Regardez ce bordel. C'est pas vrai. Allez, debout, debout, debout. Allez, feignasse. Allez, allez. Et voilà. Voilà. Bon. Hello. Bon. Ça va? Ouais, non. Bon, ça va pas. Tu te souviens de tes vidéos YouTube? Hein, ouais, celles où tu t'allais interviewer les artistes chez eux? Bah voilà. Je me suis dit que c'était ton tour maintenant d'aller être interviewé, d'aller interviewer le grand artiste que t'es. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Non mais Richard, qu'est-ce que tu me parles d'échecs? Attends, t'es niveau Si, je suis études. Non, dis pas ça. Niveau études, t'as quand même fait les secs, le con ça. Ouais, c'est que l'apprentissage que j'ai fait au Crédit Lyonnais, c'était la 212e candidature que j'ai envoyée. Même les jobs d'été, j'ai même jamais réussi à me faire employer chez McDonald's. T'as écrit ton bouquin, tu l'as édité. Ah non, en fait, parce que les 25, même pas 27 maisons d'édition auxquelles je l'ai envoyé, en fait, m'ont pas voulu, quoi. Voilà. Puis ensuite, je pensais que les potes ensuite allaient se mobiliser un petit peu pour lancer le truc, quoi, quand j'ai voulu m'auto-éditer, mais bon, visiblement, les dernières vidéos que j'ai faites, j'arrivais même pas à avoir 70 vues. En même temps, c'est un peu de ma faute, quoi, j'avais voulu, je sais pas, m'avancer. On m'a fait croire que j'avais mes chances, quoi, dans un milieu où, où si t'as pas un peu de talent, tu te fais bouffer. En fait, je savais pas que j'étais une merde, tu vois. Enfin, on m'a accepté au cons. Du coup, je sais pas, j'avais comme une sorte de légitimité, quoi. Après, c'est le marché du travail qui m'a vite fait comprendre à quel point ça allait pas être ça, quoi. Zéro casting. Zéro. Bon, écoute, tu sais quoi? J'ai une idée. On va prendre un bon bol d'air. On va sortir. Non, je sors pas. Mais si, tu rigoles quoi, viens, allez. Mais viens. Allez, tu vas voir, dans le parc là. Au moins juste quelque part, hein? Je sors pas, non. Mais si. Allez, viens, fais pas de... Mais je sortirai pas! Ok. Ok. Je suis désolé, hein. T'as vraiment une sous-merde, quoi. Juste, il faut pas me parler. T'inquiète, Faut ok? pas me parler. Non. Bon. Écoute, j'ai un bouquin pour toi. Tiens. Tiens, prends ça, tu vois, c'est gaulerie. C'est ce que je lis en ce moment. Bon. Écoute. Je te le mets là, ok? Tu me le rendras la prochaine fois? Hein? Bon. Je suis désolé, Arnaud. T'inquiète, c'est pas grave. Allez. Je te laisse. Porte-toi bien, mec. À la prochaine. Bon, ça fait un petit moment déjà. La dernière fois, ça allait pas fort.
Oh, 14, Richard. 16, 17, 18, 19, 80, 81, 82, 83, 4, 85, 86. Salut! 18, Je m'assois, hein. et 91, 92, 93, 94, Et changement. 96, 87, 88, 100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108. Arnaud, ça va? Ça va et toi? Ouais, Bah. ça fait trop plaisir de te Bah voir, ouais, ça va, mec? pareil. Du coup, je profite du fait que je sois à genoux juste pour te dire merci. Merci de quoi? Je sais pas, tu trouves pas que y a un petit peu de changement? Ah bah si, t'as pris en muscle, dis donc, wow. Ça fait merci. combien de temps? Ça C'est fait 3 semaines. 3 semaines, bravo. Merci, c'est grâce à toi. Moi, c'est-à-dire? Tu te souviens de ça? Ah mais oui, c'est toi qui l'avais. C'est moi qui l'avais, tu me l'as prêté la dernière fois que t'es passé. Je le cherchais. Ok, cool. Ça t'a plu alors? C'est pas que ça m'a plu, mec. Ça m'a rendu la vie. Ah oui, carrément. Ouais. En fait, du coup, je l'ai lu. Ouais. Et en fait, il s'est passé un truc avec le perso. Enfin, je me suis vraiment identifié à lui, quoi. Et ça m'a tellement donné envie de poursuivre. Pardon. Parce que là, ce que je viens de faire, là, c'était mon record. Hein. Ah ouais. D'habitude, j'atteignais pas la centaine. Là, j'en ai fait combien? 107, 108. 100. Ouais. Je sais pas. Ouais, on va dire 108. De toute façon, Bah c'est. T'enregistres? C'est Dans la boîte. c'est dans la boîte. Bon, donc, du coup, je me suis bougé le cul. Pour la première fois depuis je sais même pas combien de temps, je suis sorti acheter le 2e tome de One Punch Man. Ok, Et carrément. en fait, après, ça va pas être super métaphysique de dire ça, mais en fait, Saitama, c'est le héros. En fait, c'est moi. C'est toi. Voilà, la ressemblance physique a fait que. Et en fait, on est parti de la même merde, de la même GN, tu vois, pour s'élever au-dessus, finalement, par l'effort, pour s'élever au-dessus du niveau des humains. Alors, je sais plus si c'est dans le Gai Savoir ou un autre livre, je crois que c'est dans le Gai Savoir, que Nietzsche, il explique ce que c'est le surhomme, voilà, de s'élever au-dessus de son propre niveau de primate, quoi, par l'effort, par la persévérance, et ça, c'est mu par la volonté de puissance. Voilà. Et en fait, Yusuke Murata, qui est le mangaka qui a écrit One Punch Man, il donne la recette, justement, pour s'élever au-dessus du niveau des humains. C'est Ouais. là. C'est ça. Là, j'ai quand même la page parce que je le relis tous les jours, du coup. Ok. 100 pompes, 100 abdos, 100 squats et 10 km de footing tous les jours. Voilà. Ok, et tu fais ça toi? On va te dire. Voilà. Même hier, j'ai pas réussi. Hier, c'était peut-être 97, un truc comme ça, tu vois. D'accord, c'est la première. Ouais. Alors, par contre, pour ce qui est du reste, alors 10 km de footing, ça je l'ai fait parce que j'ai toujours eu de bonnes jambes. Les abdos, plus durs, mais ça c'est parce que, en 2010, j'ai fait un stage de snowboard et je me suis fracturé le coccyx. Et du coup, en fait, je peux pas me mettre en position assis comme ça, incliné sur le sol. Mhm. Du coup, je pense que je mets mal mon dos et ça me défonce les lombaires. Et donc, ensuite, les 100 squats. Alors là, il y a 2 problèmes avec les squats. Ça sollicite toute mon énergie. Je tombe des fois, juste trop la tête qui tourne. Parce que, comme quand t'as déjà fait du bench, j'ai la tête qui tourne, je saigne du nez un peu et tout. Et du coup, je perds du temps. D'accord. Et aussi, avec les 10 km par jour en plus, c'est tout simplement la recette de la souffrance, quoi. Bon, Ouais. après, c'est le prix à payer juste pour devenir un surhomme, quoi. Mais après, ça reste une fiction, Richard. Physiologiquement, c'est pas possible. Tu peux pas Pourquoi devenir. Devenir fort comme lui. Ouais, c'est pas. Ça reste la fiction. Alors, bon, j'ai pas envie de. Enfin, ça sonnait super prétentieux, donc j'annonce déjà. Mais c'est juste, pardon Arnaud, Ouais. et en fait, tu dis ça parce que tu résonnes comme un homme, et moi je résonne comme un surhomme. Ouais. C'est pour ça que, en fait, les limites que tu vois à l'accomplissement de ça, c'est juste nous qui les. Enfin, c'est toi qui te les mets. Je me dis là, t'es un. Tu veux être le personnage, quoi. Il a quand même la calvitie, quoi. Il a pas de cheveux, donc tu crois que. Je me demande- attends.
Tu me dis. Lui, Ouais. 3 ans de souffrance. Oui, 3 ans. Moi, c'est 3 semaines. Ouais, c'est vrai. 3 semaines. Ouais. Mais Bah, déjà, peut-être pour devenir le personnage, il faut être le personnage, non? Bon, je vais commencer par débroussailler, parce que là, je pense qu'avec la masse que j'ai, moi, tu sais, on m'a toujours dit de toute façon que j'avais des cheveux et une barbe épaisse. Donc, Alors, ben, je veux pas paraître un peu relou, mais si Saitama, il a pas de barbe, pas de cheveux du tout, hein, donc c'est un peu plus que les broussailles. Si tu Ouais, peux- non, mais ça, c'est une première. Ah, d'accord. Bon, allez, c'est parti. Ça part vite, hein. C'est part vite, ouais. C'est marrant que ça fasse. Qu'il y a un demi-ton de différence quand ça accroche un petit peu. Ça, c'est. Enfin, Tu sais un peu quand ça accroche, quoi. bah, c'est ça, mais je pense que c'est un peu comme dans la vie. C'est enfin, on est toujours sur une même tonalité, et dès qu'il y a un petit obstacle, une contrariété, un truc comme ça, là, on se met tout de suite sur une autre, tu vois. On fait un petit décalage juste pour, je sais plus comment dire en français, overcome the obstacle, tu vois. Tu veux que je te rase, Arnaud, aussi? Non, 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 c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oula, ça avance. Ah ouais, Saitama force, là. Talking Ah to ouais. me. Comment est-ce que tu décrirais cette coupe de cheveux? Je crois que de manière superficielle, ça y est à peu près. Juste. Ouais. Maintenant, il va falloir attaquer l'ennemi de près. Bon. Je sais même pas par où débuter du coup. T'en penses quoi? Eh ben, Barbe ou tête? je dirais barbe. Parce que du coup, Arnaud, il t'a parlé de la démarche ou pas? Ouais, carrément. Il m'a dit que t'avais suivi l'entraînement de Saitama. Et Ouais, du ça. coup, t'es devenu aussi fort que lui, tu penses? Bah après lui c'était quand même 3 ans, tu vois, donc moi ça fait que bah là ça fait juste un petit peu plus de 3 semaines du coup. Après bah, tu vois par exemple là tu vois le mec qui se prend ça, parce que juste pour te dire à quel point le coup là, parce qu'on dirait que c'est du béton je pense, et à quel point le coup c'était fort, moi-même j'ai eu un peu mal à la main. Donc, je sais pas si tu peux imaginer un petit peu Ok. l'inertie du choc quoi. Ouais, je vois. Ouais. Bon. Ça va? Ouais ça va. Chaud? Donc c'est la bonne tension quoi. Un peu stressé, non? Non, enfin ça, un petit trac quoi, mais c'est normal. C'est une audition, pourquoi? C'est le misanthrope. Richard Le Gall? Oui. C'est Voilà, parfait, merci. Ça vous dérange pas si on filme Merci. Tu peux fermer la porte derrière toi s'il te plaît? Ouais. Merci. Merci. Bonjour. Bonjour. Oui, merci. Donc, vous avez préparé quoi? Alors, là, je vais faire la scène 2 de l'acte 1, donc des misanthropes. D'accord. Non, ah, pardon? Vous êtes avec des répliques, non? Non, justement, ça vous dérange pas que je fasse un peu les. Si j'assume en proposition de faire tout seul? Bah, Ça vous dérange pas, ouais, merci. Ok. allez, quand vous voulez. J'ai su là-bas que pour quelques emplettes, Iliante est sortie, et Célimène aussi, mais comme l'on m'a dit que vous étiez ici, j'ai monté pour vous dire, et d'un cœur véritable, que j'ai conçu pour vous une estime incroyable. Bah, voilà. Ça va, hein. T'es content? Bah, franchement, après, je sais pas s'ils ont aimé, mais après, j'ai fait ce que j'avais à faire et tout. Toi, t'as regardé, t'as senti comment? Ouais, bah écoute, ça allait, mais du coup, le costume, c'est une proposition ou c'est... Ah oui, non, parce que je suis toujours comme ça maintenant. Enfin, c'est un peu une seconde peau. Enfin, c'est un peu comme, tu vois, Hugo Jacomet, il parle un peu des costumes dans ce sens. Ça vous permet de revivre, quoi, en quelque sorte, d'être. Enfin voilà, c'est même plus qu'une coquille, quoi. C'est moi. Voilà, je suis vraiment moi-même, comme ça. Ok, Richard Le Gall. Richard Le Gall, voilà.
Je n'ai pas réussi cette audition, mais de cette période, j'ai retiré des enseignements profonds. Saitama m'a révélé la nécessité de la force dont cette vidéo sera un éloge. Préparez-vous, ça va déboîter. D'abord, un constat qu'on a déjà démontré en vidéo. Oui, l'art est fait d'émotions. Pourquoi ? Parce que ce n'est que par l'émotion qu'on peut exprimer notre singularité, qu'on est évident pour soi, et qu'ainsi on est original. Par conséquent, émotion, oui. Maintenant que c'est dit, comprenons en quoi il faut manipuler nos émotions avec la plus grande délicatesse, voire avec la plus grande prudence, pour ne pas, ce qui est très rapide, se laisser submerger. À trop donner d'importance aux émotions, on aurait tendance à les considérer comme des forces supérieures, alors qu'au contraire, il est nécessaire d'en être le maître. Nous verrons pourquoi, mais d'abord, j'entends déjà la contradiction. Mais Richard, on ne décide pas des émotions qui nous traversent. C'est d'ailleurs le principe des émotions. C'est vrai, mais on peut décider de les accueillir ou de les refuser. On peut décider de les sublimer ou de les oublier. On peut les partager. On peut aussi les enfouir en nous. Bref, nous avons toute une palette d'outils pour gérer nos émotions. Moyennant, cela est vrai, un grand travail sur nous-mêmes. Par ailleurs, autre constat, on entend de plus en plus que l'émotion devrait être le guide privilégié de tous nos engagements, que ce soit dans les relations sociales, la foi, religieuse ou idéologique. Non, les décisions doivent être d'abord générées par la raison, d'autant plus pour nous, artistes, dont l'émotion est la matière. Si l'émotion est notre guide, qui alors modèle cette matière? L'émotion dirigerait l'émotion? Pas étonnant alors que dans votre tête ce soit la cour du roi Péto. D'ailleurs, j'y pense, je viens de dire que l'émotion est notre matière, mais pas forcément. Ça me fait penser à une citation sur laquelle je peux me tromper. Si c'est le cas, je vous prie de m'en excuser. C'est parce que c'est un professeur qui me l'avait dite il y a quelques années et je n'en ai pas retrouvé la source. Mais selon ce professeur, un jour, Georges Clemenceau avait demandé à son ami Claude Monet, et au fond, qu'est-ce que la peinture ? Et Monet de s'emparer de sa palette et de répondre, eh bien la peinture, c'est la peinture. La peinture, c'est la peinture. Alors évidemment, ça sonne très bête, mais qu'est-ce qu'il dit au fond ? Il dit l'art qu'on nomme peinture, avant tout, c'est la matière qu'on nomme peinture. Un peu comme en musique, on pourrait dire que la musique, c'est d'abord une portée, une armure à la clé et des notes qu'on griffonne par-dessus. C'est d'abord cela. Ou encore, en littérature, vous savez, les formalistes russes considéraient le langage comme une matière tout à fait concrète, un ensemble de signes qui serait plus que l'idée, et encore plus évidemment, que l'émotion, le point de départ et le point d'arrivée, et donc la chose la plus importante dans le processus de création. D'ailleurs, il y a de très beaux écrits à ce sujet par Viktor Shklovsky, qui est le chef de file des formalistes russes. Je vous invite à aller voir son travail. Sinon, je suis à peu près certain que Barthes ou Genette, à la même période, en ont parlé aussi. Donc, l'émotion n'est pas non plus la matière exclusive de l'artiste. Mais pour revenir à l'émotion, nous commencions à dire que l'émotion n'est rien sans structure. Il faut prendre du recul. Et au fond, ce n'est rien d'autre que ce qu'écrit déjà Diderot dans Paradoxe sur le comédien. Le plus grand acteur est celui qui joue de sang-froid, comme il dit, et non celui qui joue de sensibilité. Car pour permettre aux émotions de nous traverser librement, il est nécessaire d'avoir un cadre. C'est cela le recul. Il y a des moments pour s'immerger complètement dans l'émotion, et d'autres où il faut juste se mettre en retrait pour observer. Vous savez, c'est un petit peu le principe de la méditation. Juste essayer de s'extraire de nous-mêmes, en quelque sorte, pour d'un regard extérieur, observer ses propres sensations sans chercher à modifier quoi que ce soit. Sinon, oui, c'est vrai qu'à fréquenter, comme le font les artistes, les émotions quotidiennement, et en quelque sorte à vouloir les amplifier constamment pour provoquer une émotion, je veux dire une œuvre d'art plus forte,
Évidemment, dans ce cas-là, nos émotions s'encadrent, on les subit, elles nous détruisent et on finit par les réprimer pour éviter de sombrer. Pour éviter la répression, pour la liberté de notre vie intérieure, il est impératif d'établir une structure solide, simple, efficace, fiable. Retenons donc ceci, les émotions, on les subit ou on les soumet. C'est pourquoi, afin de ne pas les subir, pour pouvoir au contraire s'en servir, il est nécessaire d'être fort. Et la force, justement, s'entraîne. Je le dis et le répéterai sans doute, devenons forts. Entraînons-nous à résister aux assauts du monde. On fait beaucoup trop l'apologie de la faiblesse, en tant qu'elle serait un viatique de choix pour l'expression de notre sensibilité. Je vous invite à provoquer en duel la première personne que vous entendrez émettre cette idée abominable. On ne gagne rien à encourager la faiblesse. Alors concrètement, comment développer sa force intérieure? D'abord, soyons tout à fait honnêtes, c'est essentiellement le temps qui réglera tout. C'est quelque chose que nos aînés nous disaient quand nous sortions de l'adolescence et que les camarades et moi pouvons confirmer à l'approche de la trentaine. Globalement, on va quand même de mieux en mieux. L'expérience d'une part et de l'autre, la biologie tout simplement, fait que nous avons de plus en plus d'armes pour supporter et aller loin dans l'exploration de ce monde. Jeunes étudiants en art tourmentés qui regardez cette vidéo, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un très bref passage. La deuxième chose, ce sera la somme de ces éléments dont on dit qu'elles font la stabilité dans une vie. Et effectivement, nous gérerons beaucoup mieux nos émotions avec 8 heures de sommeil, plutôt qu'avec 2. Également, la pratique quotidienne du sport change absolument tout. Il va de soi qu'une consommation excessive de drogue ou même d'alcool est tout à fait pernicieuse pour la vie émotive. Et puis, je songe, toujours dans la même veine, à ce conseil qui est le premier que nous a donné la directrice du conservatoire quand ma promotion est entrée. Il faut chérir les moments passés avec des gens qui ne sont pas du milieu, des gens qui ne font pas du théâtre, et essayer de multiplier ces moments le plus possible. Et j'ajoute une troisième piste dans la construction de nous-mêmes pour devenir forts, je dirais la fréquentation d'idées variées. Se confronter à des idées, voire à des récits du monde différents, est un moyen de prendre le recul dont nous parlions tout à l'heure. Alors ça passe, à mon avis, en premier lieu par la lecture de tout, la lecture d'essais par exemple, pour se former à la précision de la vie intellectuelle, mais aussi des romans dont nous disions, vous vous souvenez sur l'épisode avec Kundera, que l'avantage du roman est que c'est un art qui, par excellence, présente une multiplicité de vérités relatives plutôt qu'une vérité absolue. Fort la lecture, il y a aussi le débat. Alors le débat, c'est évidemment un art qu'on a beaucoup perdu, mais qui, surtout pour nous, artistes, serait indispensable en tant que beaucoup de formes d'art sont après tout des formes collectives et qu'il faut apprendre à penser ensemble. Et toujours dans cette optique de construire notre fort intérieur, j'inviterai chacun évidemment à débattre en priorité avec les gens qu'on considérerait comme des méchants. Ce genre de débat, oui, ça forme absolument. Bon alors maintenant, essayons de répondre quand même à cette éternelle question. Est-ce que pour être un bon artiste, on a besoin d'être ou d'avoir été malheureux, tourmenté, torturé? On entend très souvent, même par des professionnels, qu'il est préférable d'avoir vécu de grands tourments pour pouvoir transformer cette douleur en art. Alors, je m'arrête juste une petite seconde parce que je suis arrivé là quasiment au sommet de la butte Montmartre et voilà. Il est 8h du matin et c'est magnifique. Bref, ça me faisait penser à... Je crois que c'est dans un bouquin de Frédéric Beigbeder. Il y avait Bernard Franck, l'écrivain Bernard Franck, qui avouait avoir dit un jour, au comble de son désespoir, à Jean d'Ormesson, « Mais vous ne serez jamais un grand écrivain, vous n'avez pas assez souffert. » On peut entendre aussi qu'il y a en chaque artiste une sorte de fêlure et que c'est de cette fêlure que naît la motivation pour créer quelque chose. À vrai dire, j'ignore si tout cela est vrai ou faux, parce que, au fond, je me fiche tout à fait de ces élucubrations de poètes de bistrot. Il est certain qu'il vaut mieux avoir vécu
non seulement pour avoir des sujets, ce qui est anecdotique, mais aussi pour se construire en tant qu'individu. Effectivement, notre singularité vient aussi du fait qu'on a traversé tous des parcours de vie différents. Ça permet d'éviter aussi à la fois le kitsch, dont Régis Debray disait que c'est la négation de la merde, et puis au contraire, enfin le pendant direct même, cette sorte de nihilisme adolescent qui est produit par l'hubris de chacun à l'heure où nous portons des Vans et de la crème anti-acné. Je partagerai beaucoup plus volontiers ce qu'a répondu Virginie Despentes à cette même question. Faut-il être malheureux pour être un bon artiste, un bon poète? Ce à quoi elle répond, je ne sais pas, je n'en ai aucune idée. Ce qui est certain, c'est qu'en tout cas, un grand malheur empêche de travailler. L'idée du poète maudit sous sa mansarde, à la Rimbaud ou Tristan Corbière pour les plus bretons, nous vient d'un temps aussi où, de manière générale, la vitalité allait plus de soi que maintenant, et où ce genre d'artistes torturés mais géniaux font quand même figure d'exception. Donc ne prenons pas trop vite exemple sur eux. Personnellement, j'ai toujours trouvé que, à part évidemment la raison, mon guide privilégié était l'excitation, une sorte de tremblement qu'on éprouve quand on se rend compte qu'à notre toute petite échelle, on va bouleverser quelque chose dans l'univers. Ce qui est d'ailleurs une raison de plus pour ne pas trop attendre avant de créer. Sinon l'excitation devient une obsession, voire une névrose. Et il faut savoir abandonner ses idées pour d'autres idées et ainsi aller de l'avant. D'ailleurs, où que ce soit, quand on dit qu'il faut avancer constamment, c'est vrai qu'on ne sait jamais vers où. Mais enfin, mettre un pas devant l'autre est déjà une ambition plus saine pour l'artiste que celle de se nourrir d'un quelconque tourment pour créer une œuvre originale. Mais au fond, peu importe. Évidemment, on ne va pas attendre d'aller mal pour créer, mais on ne peut pas non plus attendre d'aller bien. Il faut se forcer à la discipline pour continuer quoi qu'il en soit. Je ne peux que vous renvoyer à la deuxième vidéo de cette chaîne, Laissez tomber la motivation, qui est une ode à la discipline. Dans la mesure où nos émotions et nos états d'âme, effectivement, nous parviennent sans qu'on exerce un trop grand contrôle sur elles, il faut littéralement se forcer au travail, d'où l'importance de la force. Je remercie donc Saitama pour cette épiphanie, et je remercie évidemment pour cette vidéo Arnaud Beauvoir, Harrison Mpaya, Jeanne Guine-Bretière et Cyril Herrière-Dubreuil qui m'ont aidé à tourner une partie de cette vidéo. A bientôt!